Sahana Vavatu. Namasté, bonjour, je m'appelle Philippe. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite tordre le cou à certains préjugés. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une information plus traditionnelle, mais néanmoins parfois décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. Sans transition, le yoga en cours individuel. Traditionnellement, les cours du yoga étaient uniquement pratiqués en cours individuel. Un proverbe sanskrit dit « on étudie à deux, mais on pratique seul ». Dvi adhyayau ekastapaha. La pratique, comme le dit souvent le docteur Kaustubha Desikachar, représentant de la tradition du Vini-Yoga aujourd'hui, la pratique donc doit être taillée sur mesure comme un costume. Et tout comme le costumier doit s'approcher au plus près de la personne pour qui il va dessiner un patron, de la même manière, le professeur de yoga doit s'approcher au plus près de l'élève pour lui dessiner une pratique. Ceci n'est possible que dans le cadre d'un cours individuel dans lequel le professeur peut exercer un examen approfondi appelé pariksha en sanskrit. Cette approche est triple. Tout d'abord, darshanam consiste en une observation de la personne. On observe sa posture, son teint, sa respiration, sa taille, sa silhouette, le blanc des yeux, l'expression du visage, les ongles, la langue, etc. Cette observation est essentielle car elle permet de comprendre quel est le dosha principal de la personne, comment sa silhouette est alignée, quel est le niveau de confiance de cette personne, etc. En fait, le nombre d'informations à recueillir est énorme. Plus nous apprenons le yoga thérapeutique et plus nous avançons dans notre propre pratique, à la fois notre pratique personnelle en tant que pratiquant, mais aussi dans notre pratique professionnelle, et plus nous pourrons observer de choses nous permettant de mieux cibler une pratique pour un élève. Voici quelques exemples que nous pouvons observer. Si la couleur du blanc des yeux, donc le sclérotique, est jaune, par exemple, il y a un excès d'acidité dans le corps, éventuellement dû à de la colère. Si la forme des doigts est fine mais contient des articulations protubérantes, ceci va nous indiquer un signe que la constitution est certainement à tendance vata, donc l'élément vent et espace. Si la personne est penchée en avant, par exemple une syphose, cela peut indiquer un manque de connexion à soi, un manque de vitalité. Si la personne a des cernes, en fonction de la couleur et de la forme de celle-ci, ceci peut indiquer un problème de peur ou de colère ou bien un mix des deux. Toutes ces observations ont pour vocation à être affirmées ou infirmées dans la suite du dialogue. Ensuite, Sparsha est la deuxième méthode d'examen, il s'agit du toucher. Le toucher contient cette science de la prise du pouls ayurvédique. Le nombre d'informations disponibles pour un praticien aguerri est extraordinaire, même si le nombre de ces praticiens diminue et fond comme neige au soleil. On peut donc y voir par exemple le niveau d'énergie d'une personne, le dosha principal de la personne, vata, pitta, kapha, la dominance de l'un ou de l'autre dosha, la dominance d'une émotion comme la peur, l'anxiété, la colère ou bien encore la constipation, etc. En plus de ceci, toucher avec la permission de l'élève l'endroit du corps qui pose problème. Par exemple, toucher la nuque et les épaules pour sentir le niveau de tension musculaire. Toucher un œdème pour comprendre s'il est dû à un excès de pitta ou de kapha. Sentir la qualité de la peau d'une personne
pour comprendre si Vata domine. Toutes ces informations nous permettent de comprendre ce que le corps exprime et de confirmer ou d'infirmer certaines hypothèses faites en observant. Enfin, le dialogue prashna est fort utile du début à la fin de l'examen, notamment pour mesurer le niveau de motivation de l'élève, le temps qu'il ou elle peut dédier à la pratique, la cohérence du discours. Le dialogue nous permet également d'écouter le ton de la voix, d'éventuelles hachures dans la manière de s'exprimer. C'est aussi un moment clé pour tisser une relation saine et sécurisée avec l'élève et de l'interroger sur ses souhaits par rapport à la pratique, par rapport à son niveau d'auto-émancipation. Par exemple, est-elle capable de se prendre en charge, etc. Mais aussi, elle permet d'interroger sainement la personne sur certains traumas qu'elle a pu vivre ou sur d'autres causes éventuelles de ces symptômes, par exemple dans son style de vie, dans son histoire personnelle. Cette approche requiert une forme d'intimité respectueuse et de vulnérabilité mutuelle. En aucun cas, nous ne sommes dans la situation d'un sujet qui observe un objet. Cette relation est une relation d'ouverture mutuelle dans laquelle certaines choses peuvent être dites grâce à un sentiment de respect et de sécurité réciproque. Il n'est donc pas possible d'être dans un grand groupe pour recevoir une pratique pour des raisons qui sont évidentes. Ensuite, la personne ayant reçu une pratique doit la réaliser chez elle tous les jours. Alors elle revient du cours avec une feuille qui lui permet de se souvenir de ce qu'est la pratique et le professeur lui a normalement montré ce qu'elle devait faire. Alors certaines pratiques sont conseillées plutôt le matin, d'autres plutôt le soir. La durée d'une pratique peut dépendre, par exemple, de 10 minutes pour des débutants ou pour les personnes les plus occupées parmi vous, jusqu'à environ 1h30 pour les personnes les plus engagées dans le processus. Une pratique n'est pas faite uniquement de posture, mais aussi de respiration, de méditation, de visualisation, de mantra, de méditation, de chant à écouter, de repos. Bref, vous l'aurez compris, une combinaison subtile de différents outils permettant de toucher et d'atteindre au mieux la personne afin de l'aider à réaliser son potentiel et de sortir de la maladie. La personne doit sentir et observer son corps durant la pratique. Donc le fait de respirer et de se détendre dans la pratique va permettre à la personne de comprendre mieux certains signaux que son corps lui envoie. Elle va également réfléchir à l'écoute de son corps à la cause de ses problèmes. Il est probable qu'elle en tire toute seule des enseignements lui permettant de sortir de ses soucis et des soucis pour lesquels elle était venue. Elle doit donc en réalité écouter le message de la pratique et prendre part à son processus de soin. Parfois, on me dit sentir une grande fatigue après une pratique. Je réponds que c'est un excellent signe et qu'il faut absolument écouter ce message et se reposer, chose, vous en conviendrez avec moi, qui est beaucoup trop rare à notre époque. Enfin, après avoir pratiqué durant quelques semaines ou quelques mois, la personne retourne chez son professeur de yoga ou chez son yoga thérapeute pour aller plus loin dans ce processus magnifique de soin et de découverte de soi. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site mitra-yoga.be et à réserver un cours de yoga thérapeutique chez Mitra. Si vous êtes intéressé par une formation en yoga thérapeutique, mais que vous n'êtes pas encore professeur, participez d'abord à une formation de professeur de yoga pour avoir les bases du yoga avant d'aller plus loin. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Nous organisons également une formation de yoga thérapeutique avec notre professeur Kaustuba Desikachar. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Namaste.
ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः